Aujourd'hui, pour évoquer les lettres envoyées par Apollinaire à Madeleine Pagès, nous sommes avec Laurence Campa, auteur de la biographie du poète parue en 2013 chez Gallimard. Gallimard où elle a également publié donc ses lettres à Madeleine, aujourd'hui disponibles dans la collection Folio, des lettres qui avaient déjà été publiées par Madeleine Pagès elle-même en 1952 et qu'elle avait assorties d'une préface dont voici quelques lignes. C'est dans le train qui me ramenait de Nice à Marseille que j'ai rencontré le 1er janvier 1915 Guillaume Apollinaire. Je venais de passer mes vacances de Noël à Nice, dans la famille de mon frère aîné, sous-lieutenant d'artillerie aux armées. Et je rentrais à Oran, par le bateau qui partait de Marseille le soir même, le Sidi Ibrahim, je crois. Bien calé dans mon coin, je me préparais à jouir jusqu'à Marseille d'une bonne solitude, quand un soldat entre dans mon compartiment, s'excuse vaguement en passant devant moi, et se penche à la portière pour parler à une dame qui l'accompagne. Est-ce un soldat ou un officier? J'ai jamais su reconnaître un grade. Il est grand, oui, plutôt grand, avec des jambes un peu courtes et un buste important. Il porte un képi trop petit, rejeté en arrière. Voilà ma solitude à l'eau. J'ai envie de m'en aller dans le compartiment voisin. Mais comment partir sans me faire remarquer? Cependant, le soldat parle d'une voix douce. Des vers. Vous voulez lire des vers, dites-vous? Lisez donc les fleurs du mal de Baudelaire. Il a bien dit les fleurs du mal de Baudelaire? Je ne change pas de compartiment. Bonjour Laurence Campa. Bonjour Mathieu. À quoi pensez-vous quand vous écoutez la lecture par Claudine Coster des quelques lignes qu'on a entendues de la préface de Madeleine Pagès à ses lettres, publiées en 52 par elle? Que définitivement cette rencontre se place sous le signe du hasard, de la guerre et de la poésie. Il concentre finalement tout ce qui va se passer ensuite, puisqu'ils se rencontrent par hasard dans un train. Apollinaire est en train de quitter Lou, avec laquelle il vient de passer une permission, mais il sait très bien que Lou ne cédera jamais véritablement, c'est-à-dire qu'elle est devenue sa maîtresse, mais qu'elle ne lui donnera jamais son cœur, et lui est obligé de retourner à Nîmes où il fait ses classes. Il n'est pas encore parti. Qu'il dit au revoir à quelqu'un sur le quai, et en effet c'est à Lou, mais elle ne le sait évidemment pas à ce moment-là. Non, mais puis évidemment elle ne sait pas encore ce qu'il va se passer, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et il conseille à Lou de lire Les Fleurs du Mal, ce qui est très intéressant, puisque même si Apollinaire n'aimait pas véritablement Baudelaire, il l'avait beaucoup lu, et conseiller Baudelaire et Les Fleurs du Mal à Lou, c'était une manière aussi de placer leur relation sous un signe particulier, alors qu'avec Madeleine, ils vont plutôt parler de Verlaine, par exemple. Alors on va reparler de tout ça, de comment se développe la relation d'Apollinaire avec Madeleine Pagès, mais d'abord revenir sur l'édition que vous avez faite de ces lettres, qui vient donc après des éditions de Madeleine Pagès elle-même. On peut déjà se demander pourquoi elle a souhaité, dans les années 50, publier cette correspondance Madeleine Pagès. On savait qu'elle existait, c'est-à-dire que les témoins, les amis d'Apollinaire, les survivants savaient qu'il y avait une relation très forte, ils n'en savaient pas grand-chose. Et Madeleine subissait un certain nombre de pressions, justement. Elle avait peur qu'on pirate. Parce que certaines avaient été recopiées. Voilà, certaines avaient été recopiées. Elle avait peur qu'on en fasse une édition pirate. Et en fait, elle ne les a pas proprement éditées elle-même, mais elle en a confié l'édition à Pierre-Marcel Adéma, qui est le premier biographe d'Apollinaire, dans les années 50. La première édition est sortie, comme vous l'avez dit, en 1952. Mais c'était une édition qui était là pour justement pour occuper la place et puis pour livrer quelque chose du secret, mais pas entièrement, puisque il manquait des lettres. Il y avait des passages qui avaient été expurgés pour des raisons non pas de censure érotique, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, peut-être parfois, mais vraiment, c'était pas la majorité. Mais parce que ça pouvait mettre en cause, par exemple, des gens qui étaient encore vivants. Il y a notamment un passage assez acerbe sur Picasso. Sur l'histoire des 7
des statuettes ibériques. Voilà, l'histoire des têtes ibériques qui a mené Apollinaire en préventif pendant une semaine à la santé en 1911. Sans qu'il ait jamais, lui, donné le nom de Picasso. Non, d'une certaine manière, il a fait comme Pierre, il l'a renié plusieurs fois devant le juge d'instruction. Et puis aussi, très certainement, on est en 52, enfin dans les années 50, on est donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des passages qui ont été supprimés comme si Addhéma et Madeleine avaient voulu, en quelque sorte, préserver une certaine image du combattant, en fait. C'est-à-dire que à un moment, comme beaucoup de combattants de l'époque et beaucoup de témoins, ils souhaitent soit une bonne blessure, c'est-à-dire une fine blessure, quelque chose qui lui permette de retourner à l'arrière sans trop le mutiler. Il est assez négatif parfois sur la guerre aussi, et on a dû estimer que c'était peut-être d'une certaine manière livrer ses paroles, c'était d'une certaine manière changer un petit peu cette vision de l'ancien combattant de la Première Guerre mondiale, mort pour la France. Donc voilà, cette édition a été très importante quand même parce qu'elle livrait tout un pan de la vie d'Apollinaire et de son écriture aussi, mais elle était lacunaire. Est-ce qu'il y avait un choix, enfin il y avait forcément un choix de Madeleine de ne pas mettre ses lettres à elle? Est-ce qu'elle se justifie sur ce choix? Pas vraiment en fait. Je crois que elle a une grande modestie de la part de Madeleine. Elle avait certainement déjà en tête l'idée de faire quelque chose de plus complet. Mais c'était le grand homme d'abord, si je puis dire. Enfin, c'est du moins ce que je suppose. Et ces lettres à elle, on les a retrouvées alors récemment, et vous pourriez peut-être rajouter à l'édition folio que vous avez faite de nouvelles lettres qui apportent de nouveaux éclairages. Alors, je vais vous dire oui, mais je vais peut-être aussi vous décevoir, puisque si on fait le compte, en lisant les lettres d'Apollinaire, comment il en accuse réception, etc., il y a plus de 200 lettres. Et ces lettres ont été, dans les années 90, vendues en vente publique, si bien qu'on en a retrouvé, mais on en a retrouvé peut-être un tiers. Donc de toute façon, on n'aura jamais... parce qu'on ne sait pas où sont les autres, et certainement elles sont dispersées chez plusieurs collectionneurs. On peut lancer un appel aujourd'hui. Oui, mais envoyez vos lettres à Laurence Campa, au moins les photocopies. Non, justement, je crois que le propre du collectionneur aussi, c'est de protéger son secret, si je puis dire. Donc, je ne pense pas. C'est comme les lettres à Lou, d'ailleurs. De Lou, pardon. On en a retrouvé quelques-unes, mais on n'arrivera jamais à toutes les retrouver de manière à refaire une correspondance complète. Donc, on en a retrouvé un tiers à peu près. Pour l'instant, le projet est encore à l'état de projet, de gestation, mais on a enfin, si je puis dire, la voix de Madeleine qu'on n'avait pas ici, puisqu'en fait on est habitué depuis les années 50 à écouter la voix d'Apollinaire, à le lire. On a donc une sorte de monodie, ça va devenir un duo amoureux, ça peut devenir un duo amoureux, et ça change quand même beaucoup de choses. Non pas qu'il y ait des révélations, des contradictions, c'est pas exactement ça, mais disons que forcément la voix d'Apollinaire résonne autrement à partir du moment où on a celle de Madeleine. Et puis donc elle avait un projet aussi dans les années 50 avec l'éditeur Thériade de revenir sur cette histoire, et donc la famille a gardé ce projet littéraire où elle raconte un certain nombre d'épisodes. De son point de vue, et ce qui est intéressant, c'est comment elle se les rappelle en fait. Ce qui nous dit pas forcément la vérité, s'il y en a une, de ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. Et c'est une belle voix, cette voix de Madeleine, c'est une voix littéraire qu'on lit dans ses lettres. Alors elle était répétitrice de français, ensuite elle a été institutrice, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé la poésie, beaucoup aimé lire. Ce n'est pas du tout un hasard si elle tombe amoureuse de Guillaume Apollinaire, qui n'est pas non plus le Guillaume Apollinaire qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le Poésie Gallimard le plus vendu depuis des dizaines d'années, etc. C'est un poète qui est reconnu dans les milieux littéraires. Qui ressemble à un ballon captif. Voilà, comme dit Cocteau, absolument, mais qui est connu dans les milieux littéraires et dont on sait qu'il a du talent, voire du génie, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qu'on étudie dans les écoles. Enfin, il faut reprendre les choses. Mais donc,
elle tombe amoureuse de lui et vice versa, au moins dans un premier temps. Et pardon, Mathieu, du coup, je ne sais plus ce que vous m'avez demandé. Si les lettres de Madeleine étaient belles, oui, étaient et donc en fait, elle écrit très bien. Elle s'exprime très bien. On sent toute sa sensibilité. C'est une très jolie plume, très fraîche. Elle n'a que 22 ans quand elle le rencontre. Alors, ce n'est pas un écrivain. Ce n'est pas du tout un poète, une poète comme l'est Apollinaire. Donc il y a quand même une forme de décalage dans la créativité, si vous voulez. Mais elle est tout à fait, contrairement à Lou qui se contente de mimer Apollinaire ou qui écrit des phrases un peu sans suite, mais qui sont dans son tempérament de feu et son caractère. Madeleine a une vraie plume. Ça, c'est tout à fait le cas, et donc se lit très bien. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Madeleine sans parler de Lou, et je vous propose justement d'écouter, avant ces lettres à Madeleine, une lettre envoyée par Apollinaire, donc à Lou. Hier, après t'avoir écrit à midi, scellé, nous avons été loin, sauter des murs, passer parmi les arbres, beaucoup de trop, puis recherche d'emplacement de batterie, etc. Retour à 5 heures, sortie. Au Tortoni, causé avec un médecin-major des Sénégalais, retour du front et passant ici pour vérifier les inaptes. Il m'a dit que c'était une vraie boucherie et que chez les Sénégalais, le cadre gradé, entièrement sacrifié. Médecins à 300 mètres du feu, parce qu'officiers savent que leurs hommes ne les relèveront pas et veulent sentir les médecins tout près. On forme en Algérie 40 régiments de nègres. Après coucher, était raconté la nuit. Ce matin, il dit au revoir à ceux qui partaient sur le front et que je connaissais. Ils étaient contents. J'avais presque envie de demander à les suivre comme servants. Car ce peloton que je suis est dur. Je n'ose le comparer à l'enfer, mais c'est un vrai purgatoire. Et je t'assure que je ne suis pas seul à penser ainsi. Maintenant, sitôt lettre finie, va aller sceller pour la seconde fois, car avons fait 2 heures manège ce matin, puis mathématiques d'artillerie théorique. Mon loup adoré, je m'embête, loin de toi, je m'embête. Toi, j'espère que tu t'amuses beaucoup, que tu t'excites, que tu passes le temps par conséquent le mieux possible pour une gentille loup comme tu l'es. Je ne peux pas demander la journée demain car on a supprimé les permissions pour toute la batterie à cause de types manquant à l'appel le matin. Demain, vais me lever à 7 heures, vais t'écrire jusqu'à 11 heures et ficherai le camp en ville pour y mieux penser à toi. Il est l'heure, loup. Je t'embrasse 1000 fois. La Compagnie des auteurs et cette lettre du 30 janvier 2015 à Lou, lue par Guillaume Gallienne. Alors c'est vrai que cette correspondance à Lou est bien plus célèbre que la correspondance avec Madeleine. On peut se demander pourquoi. Est-ce qu'elles sont d'une qualité réellement différente ? Ah oui, elles sont très différentes parce que les correspondantes sont très différentes. On a une jeune fille, Madeleine Pagès, vierge et un peu naïve et très amoureuse de littérature. Et puis de l'autre côté, on a une femme qui est déjà divorcée, qui se pique de faire de l'aviation, du footing, qui a des amants, qui collectionne les conquêtes, qui a du sang bleu, qui fait partie je sais pas comment on pourrait dire, la jet set en quelque sorte, de la haute société, et puis qui aime surtout tous les paradis artificiels, quels qu'ils soient. Donc, comme Apollinaire est une personnalité qui est vraiment très protéiforme et qui a tendance à s'adapter à celui à qui il s'adresse, ou à celle en l'occurrence à laquelle il s'adresse. Il se met aussi un peu au diapason. Donc la correspondance avec Lou est particulièrement érotique, alors que dans la correspondance avec Madeleine Pagès, il y a une gradation. Il va petit à petit l'amener, il va faire son éducation en fait. Il va petit à petit l'amener à comprendre comment se font les choses de l'amour, etc. Alors que Lou est une femme affranchie qui lui fait penser aux héroïnes libertines des romans du XVIIIe siècle. Donc il ne lui parle pas du tout de la même manière. Et puis surtout, de toute façon, le répondant n'est pas le même parce que Lou ne lui a jamais rien promis. Elle devient sa maîtresse et encore de façon assez épisodique, son complice, sa complice, sa bonne amie, si je puis dire. Tandis que avec Madeleine, il y a un véritable engagement sentimental partagé. Et c'est ça qui fait aussi, évidemment, grandement la différence. Alors, au moment de la lettre qu'on vient d'entendre
à l'instant, Apollinaire connaît déjà Madeleine Pagès puisque il l'a rencontrée le 2 janvier 1915 et la lettre qu'on vient d'entendre date du 30 janvier 1915, c'est-à-dire qu'il y a correspondance finalement, il y a parallélisme entre les deux correspondances, il l'écrit à l'une comme à l'autre. Pas à ce moment-là en fait, parce qu'il commence à lui écrire quand il commence à écrire à Madeleine, quand il arrive sur le front un peu après le début avril 1915. Et là en fait, peut-être que Madeleine pense à cette rencontre qu'elle a faite dans le train, peut-être qu'Apollinaire aussi. N'empêche que je ne pense pas qu'on soit encore dans le coup de foudre. Et ils vont tomber amoureux à distance. C'est ça qui est fascinant. C'est en repensant à elle qu'il et en devient amoureux d'elle avec et inversement. En recevant ses réponses, et puis il est dans une situation particulière. Il est au front, il est loin de tout. Il partage sa vie avec d'autres hommes. Donc ça manque un peu de femme aussi, ça manque de douceur, ça manque de beaucoup de choses. Et donc oui, alors à partir du moment où il va se mettre à écrire à Madeleine, il va y avoir une sorte de superposition entre les deux correspondances, mais comme il a déjà rompu avec Lou, au fond, il continue à lui écrire par jeu, par fidélité. Et puis, avec Madeleine, ça va commencer à se préciser, ça va devenir vraiment de plus en plus sentimental. Et à ce moment-là, la correspondance à Lou va commencer à s'amenuiser. Donc, il ne joue pas un double jeu, il n'a pas deux maîtresses en même temps, en fait. En fait, il y a de la sincérité chez lui, et cette sincérité, il cherche à en convaincre Madeleine au fur et à mesure de ses correspondances. Oui, elle attend que ça, en fait. Évidemment, elle n'attend que ça, sauf que elle le fait de façon pudique et discrète, ce qui est bien normal. Il commence par se vouvoyer, ils vont se tutoyer beaucoup plus tard. Et donc, en fait, il va la presser à un moment, il va lui dire « écrivez-les ces mots qui font que l'on vit ». Donc, il va se découvrir, on est vraiment dans un jeu amoureux assez classique. Il va parler de ses anciennes relations. Il va parler de ses anciennes relations, il va se confesser en quelque sorte pour dire « voilà, vous voyez, je ne vous mens pas, je vous dis tout ce qui s'est passé avant ». Il présente les choses de manière assez honnête, même s'il amoindrit, il euphémise, etc. Et puis, il va l'amener progressivement à dire, à se déclarer elle-même, parce qu'elle aura compris qu'elle n'avait rien à craindre et que de toute façon, il lui avait dit avant, il lui avait suggéré, il lui avait dit avant. Et c'est comme ça qu'ils vont se fiancer. Par lettre, sans s'être revus, en fait, ils ne se seront envoyés que des photographies, et qu'il va écrire le 10 août 1915, Apollinaire va écrire à Madame Pagès-Mère pour lui demander la main de sa fille. Il y a aussi des poèmes dans cette correspondance, et puis il y a une explication de texte de poèmes déjà écrits qui ont été inspirés par des femmes. Et là, toujours dans cette démarche de sincérité, il explique quelle est la muse qui se cache derrière chacun de ces poèmes. Oui, alors par exemple, il lui parle d'Annie Pléden. Et c'est là qu'on a une clé tout à fait intéressante, puisqu'Annie Pléden, qu'il a rencontrée en Allemagne en 1901-1902, qui était la gouvernante de la famille chez laquelle il était précepteur. C'est son premier grand amour et l'inspiratrice de la chanson du Mal-Aimé, qui est un des plus grands poèmes de fin d'amour et d'amour même de la langue française du XXe siècle. Et en fait, il va lui dire, je me croyais mal aimé, mais il va le dire à Madeleine, je me croyais mal aimé, mais c'est moi qui aimais mal. Donc rétrospectivement, le lecteur de cette correspondance, et le lecteur d'Apollinaire, se dit ah oui, il s'est bien construit une figure de mal-aimé à laquelle il a cru. Mais au fond, là, il est bien aimé. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que peut-être, alors il y a eu l'épisode de Marie Laurencin où il y a eu un amour partagé, mais qui s'est terminé au bout de 5 ans. Et puis Marie, c'est une artiste, c'est une femme indépendante, donc les choses sont différentes. Mais là, pour la première fois, peut-être. Il est bien aimé, vraiment, pour lui-même, sans arrière-pensée, avec tout l'être de Madeleine. Donc ces lettres d'amour se font de plus en plus longues, de plus en plus érotiques aussi. Il y a une volonté, plus ou moins par jeu, d'instaurer une relation de maître à, alors on ne sait pas quoi, à esclave ou à élève, entre Apollinaire et Madeleine, Laurence Campa. Je crois qu'il a toujours bien aimé avoir cette position-là,
cette posture-là, si je puis dire. Il y a quelque chose chez lui, qui est séduit par l'idée de domination. Et donc là, il en profite, si je puis dire, parce que Madeleine est toute jeune, elle a tout à apprendre, et donc, de maître à élève plutôt, parce qu'il les respecte beaucoup. Il essaie de ne pas l'effrayer. Et puis, il est vraiment, tout en menant le jeu, il lui laisse un petit peu aussi de l'initiative. Et donc, il se retrouve en quelque sorte, c'est ça qui est aussi très fascinant dans cette correspondance, c'est que tout se passe par écrit. Donc c'est vraiment la parole, c'est vraiment l'écriture qui transforme la vie et qui transforme les sentiments. Sur cette idée de la domination, on va écouter justement une lettre envoyée à Madeleine Pagès. Vous êtes donc à moi, ma chérie, et moi je suis tout à vous. Vous voudriez bien que je vous obéisse, mais à tout cela, il n'y a que de la tendresse. Et votre obéissance vis-à-vis de moi doit rester entière. Je veux que la sujétion où vous devez être soit tout amour et toute souffrance, pour que je puisse consoler la petite indomptée que je veux maîtriser. Car si je n'étais point votre maître avec toutes les prérogatives souveraines que peut conférer ce mot, je ne vous aimerais pas tant. Je veux que toujours toutes vos sensations s'éveillent tumultueuses sous mon regard dominateur. Sans quoi seriez-vous femme et moi homme, puisque l'égalité de l'esprit nous met sans doute sur un même rang. Nonobstant quoi, nous sommes si amis maintenant, ma chérie, que vous pouvez me parler de vous avec toute la liberté que possède votre chère âme. D'autre part, ma chérie, comprenez bien que s'il s'agit ici de domination, ce n'est point une simple galanterie, mais une réalité profonde et passionnée qui doit toucher l'imagination, l'âme, le corps, jusqu'au bout et jusqu'où peut le vouloir ma volonté. C'est ainsi que je vous veux, ma chérie, puisque vous êtes à moi. Je vous ai donné d'autre part la maîtrise de nos vies, de nos cœurs, durant la guerre, pour que vous les prépariez à la paix. J'ai encore une réponse à recevoir sur ce sujet. Je termine ma lettre parce que le vaguemestre va partir. Je baise vos jolies mains et votre front que j'adore. Une lecture par Michel Auradou. Alors pour Apollinaire, la domination fait partie, Laurence Campa, on vient de l'entendre, du jeu amoureux. Il écrit à Madeleine qu'il est son maître, qu'il veut qu'elle lui obéisse en tout, mais on a ça déjà dans les lettres à Lou. Lou qu'il appelle pour le coup son esclave adoré, qu'il fouette, je cite, avec tout le calme qu'il faut, avec tout le confortable que mérite une aussi belle captive. Ça c'est la lettre du 27 janvier 1915, alors qu'il vient de faire connaissance avec Madeleine, qui prendra donc bientôt la place de Lou. Qu'est-ce que vous retenez de la lettre qu'on vient d'entendre ? D'abord, oui, la domination, mais qui sera un autre nom plutôt de la possession, donc de la possession amoureuse, et qui a besoin d'être peut-être de cette forme de, sinon de violence, du moins de brutalité, mais contractuelle, si je puis dire. Tout le monde est d'accord pour le faire. On n'est pas devant un Apollinaire sadien, encore moins sadique. Oui, c'est vraiment la parole qui remplace le geste, puisqu'on est à distance. Et donc c'est la parole qui aime, c'est la parole qui possède. Et c'est pour ça qu'elle a cette forme de force, et que Madeleine peut se laisser séduire. Là, on est dans un schéma de conquête, si je puis dire. Faut pas oublier aussi qu'Apollinaire là est soldat, et donc il est dans une situation de toute façon assez brutale, mais il est tout sauf un soudard. Il aimait beaucoup de formes, qu'on a pu le voir. Et ce que je retiens surtout, c'est 3 mots quand il lui parle de domination et puis de possession et d'échange. Il parle du corps, il parle de l'âme, mais il parle aussi de l'imagination. Et je crois que c'est vraiment absolument capital. Imagination, parce que d'abord, comme disait Baudelaire, c'est la reine des facultés, parce que c'est la reine des facultés du poète, et d'Apollinaire en particulier. Et puis, imagination aussi, parce que l'être aimé soit présent ou absent, cette imagination est vraiment
et vraiment fait tout le sel et toute la fécondité de la relation. Et donc la parole active cette imagination. Et il imagine les 9 portes de son corps, c'est le nom d'un poème qu'il écrit à Madeleine et qu'il lui envoie. Il y a des poèmes de plus en plus érotiques comme ça. Oui, il blasonne son corps, toutes les parties de son corps, tous les orifices d'ailleurs, on peut le dire, de son corps, mais dans une tradition qui est une tradition de la Renaissance aussi, évidemment avec son côté plus franc et plus moderne. C'est aussi un hymne à la femme aimée, au corps de la femme aimée, un corps qu'il ne connaît pas, qu'il n'a vu que entièrement habillé, et donc qu'il imagine. Et je crois que vous me posiez la question tout à l'heure, si cette correspondance, comme celle de Lou dans un autre genre, est aussi populaire, c'est aussi parce que elle est de l'ordre du fantasme. Ça fait fantasmer tout le monde, en fait. Alors le fantasme, c'est aussi quand il raconte à Madeleine qu'il a imaginé une étoffe très souple, chaude comme la laine et transparente comme le cristal, qui modifierait soudain la morale. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, modifier la morale avec cette jeune fille. Oui, il le dit à Lou à un moment, il dit le vice n'entre pas dans les amours sublimes. Donc il est vraiment au-delà de la morale ordinaire. Et c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à Madeleine. Nous sommes au-dessus de ça. Nous ne sommes pas à nous demander si c'est bienséant, si c'est honnête, si c'est normal. L'amour nous place au-dessus de tout. Lui, il est dans les mythes grecs, dans le Cantique des Cantiques. Oui, absolument. Et aussi dans la littérature libertine et érotique qui n'a jamais cessé de rééditer avant-guerre. C'est quand même un lecteur de Sade, de l'Arétin, de Rétif de la Bretonne, etc. Donc, pour lui, la littérature, la poésie et l'amour, qui sont d'ailleurs une seule et même chose, au fond, sont au-delà de la question de la morale. Si on voulait faire un peu de psychanalyse, ce qu'on ne va pas faire, ou alors à peine, Laurence Campa, peut-être qu'il joue un peu au père quand même avec cette jeune fille, lui qui qui n'a pas connu son père. Et elle qui a perdu son père, puisque son père est mort, sa mère élève seule, avec Madeleine qui est l'aînée, les 7 enfants de la famille, enfin les 6 autres enfants de la famille. Je sais pas s'il y a une dimension paternelle, c'est pas à moi de le dire. Vous n'y avez pas pensé en tous les cas. Il a au moins 12 ans de plus qu'elle, donc de toute façon aussi, il se comporte comme un homme et comme un aîné. Qui a vécu beaucoup plus de choses, donc il a beaucoup de choses à lui apprendre. Alors il lui parle aussi de ses goûts, il lui parle de son enfance, il lui parle d'art, de littérature. Il y a aussi cet aspect-là de la correspondance, Laurent Campa. Oui, parce que on apprend des choses, ou du moins des choses sont confirmées quant à ses goûts, notamment, quant à sa sensibilité, mais surtout il le fait parce que Madeleine a du répondant. Elle connaît les choses, si elle ne les connaît pas, elle va les lire. À un moment, il discute de Romain Rolland, ça nous emmènerait trop loin d'expliquer tout ça, mais c'est tout à fait intéressant en 1915 que 2 amoureux parlent de Romain Rolland qui a une position quand même très pacifiste, alors que lui est à la guerre et qu'elle est en Algérie. Donc il sait qu'il peut lui confier des choses, et d'ailleurs c'était dans la lettre qu'on a entendue, il y avait quelque chose de tout à fait intéressant. Il lui dit qu'ils ont une égalité d'esprit. Donc il a très vraiment. Il dit aussi, comme on a une égalité d'esprit, il faut bien qu'il y ait une inégalité quelque part pour que je reste l'homme. Il y a un petit peu ça quand même. Oui, il y a un peu. Mais bon, on est en 1915. Il y a un petit peu ça, mais à un moment il lui dit que elle est le cerveau sauroral du sien. Donc c'est comme s'ils étaient. Et donc là il y a aussi une espèce de mythe, puisque vous parliez de mythe, refaire l'androgyne, voilà. Ouais. Mais on est forcément encore dans l'imagination, dans la parole. Alors il y a cette phrase sur le secret. Il faut élargir notre secret, écrit Madeleine, je crois, à Apollinaire. Qu'est-ce que ça signifie ça, élargir notre secret, augmenter le secret entre nous? Ils sont dans une situation quand même difficile. Ils sont séparés. Apollinaire, dans un premier temps, est dans l'artillerie. Et plus ça va aller, plus il va risquer sa vie. Ensuite, il va passer dans l'infanterie. Donc là, il va être véritablement exposé. Et c'est comme si leur amour et leur correspondance secrète étaient en quelque sorte une bulle, un cocon dans lequel ils s'abriteraient. Et c'est ça le secret aussi. C'est quelque chose qui serait comme de l'ordre du jardin secret ou de l'espace secret qui n'appartient pas aux autres. Mais c'est aussi une manière de dire à Madeleine, tu peux tout me dire parce que de toute façon, ce n'est pas public.
Donc nous sommes vraiment entre nous. Ça n'est pas l'éventuelle censure militaire. Voilà, non, parce que c'était pas du tout ça que la censure traquait, bien au contraire. Donc c'est vraiment nous faire un espace à nous. Et cet espace que les amoureuses font toujours est renforcé par la situation de guerre. 23 août 1915. Ma très chérie, la lettre du 17. Les cheveux sentaient adorablement la rose, du beau rosier dont vous êtes la rose du monde que j'ai quêté. Et cette saveur de fleurs fruitées, je la goûte inimaginablement en songeant à vos lèvres. Je ne suis plus calme du tout, et j'ai de vous, ma chérie, un désir inexprimable. Je baise vos cheveux follement en vous imaginant tout à moi. Votre jeune chair, à l'ogre que je suis. Et ces feuilles de rosier qui ont touché les coupes charmantes de votre sein virginal. Ah non, chérie, je ne suis plus calme du tout, et ma seule patience est que nous nous aimons, que vous êtes à moi jusqu'au tréfonds de vos entrailles, jusqu'aux vrilles les plus subtiles de vos toisons. Oh, ma vigne chérie aux grappes exquises, ma vigne dont le vin m'enivrera sans que je veuille jamais m'en désenivrer. Ma toute chère petite vigne, dont j'espère la vendange, comme les Hébreux espéraient la grappe démesurée de la terre promise de Chanaan. Nous tournons, ma chérie, la feuille de vigne. Le premier paragraphe de la vie anecdotique n'est pas un conte. C'est en effet la vérité. J'étais là, cette chose m'advint. Pour l'article de Claudien, je l'ai parcouru. C'est inimaginable comme la plupart des écrivains actuels écrivent mal. Les autres ne nourrissent pas leurs phrases. Sujet, verbe, attribut, c'est tout. Il n'y a plus de styles nombreux. Vous me forcerez à étoffer le mien, qui par contraste avec les faux stylistes germanisants de l'heure actuelle, maigrit chaque jour. Ainsi que la tour d'ivoire de votre corps, ma chérie, j'aime l'ombre de la tour de votre âme. Alors montre-moi ce que tu sais faire. Extrait de cette lettre du 23 août 1915. À quoi pensez-vous, Laurence Campa ? Vous avez l'air plongé dans vos pensées. Vous avez l'air de vouloir en savoir absolument ce qui me passe par la tête. Non, je redécouvre en fait. Je les connais pourtant très bien, mais je dois saluer tous les comédiens que vous avez fait lire. Olivier Martineau en l'occurrence. Alors, en l'occurrence, et même les précédents, qui sont tous excellents et qui arrivent à faire sentir toute la subtilité de ces lettres. Et donc on les redécouvre à chaque fois. J'ai été sensible ici là, à l'humour. On en a peut-être pas assez parlé, mais tout ce jeu qu'il fait, il se laisse un petit peu emporter par sa plume sur la feuille de vigne. Donc et ça, Madeleine est tout à fait apte à le comprendre aussi. L'humour, c'est aussi quand il dit c'est formidable avec les obus qui explosent. Il y a de la poussière qui tombe sur ma feuille et ça sèche l'encre. Oui, j'adore. exactement. C'est une manière de mettre les choses à distance justement, et puis de la rassurer elle aussi. Parce que dans l'exemple que vous citez, en fait, il est en train de s'occuper de la préparation d'artillerie avec son canon. Il est chef de pièce d'une très grosse offensive qui a lieu fin septembre sur le front de Champagne. Offensive durant laquelle, vous le savez, Blaise Cendrars perdra son bras. Apollinaire ne savait pas que son ami était là. Et c'est aussi une manière de prendre un peu de distance, de se protéger en quelque sorte de la dureté, de la violence du contexte et des temps, et de rassurer Madeleine en lui disant, tu vois, je ne crains pas grand-chose, et on peut quand même sourire. Alors pour le lecteur, pour le biographe, pour l'historien, ce sont aussi des lettres qui apportent des choses documentairement parlant. Oui, bien sûr. Sur la guerre, évidemment. Oui, sur la guerre. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a ce dont ces lettres témoignent et qui recoupent un certain nombre la plupart d'ailleurs, des lettres de combattants, et puis ce qui appartient en propre à Apollinaire, justement. Alors, parmi les multiples choses, je crois vraiment que la qualité de sa parole est quand même très très différente. On n'est pas dans des lettres banales, il est vraiment... il est en train il ne cesse jamais d'être un écrivain, et donc même
dans la lettre qu'on vient d'entendre, il passe un peu du coq à l'âne, comme les choses lui viennent. Et puis on voit qu'il entretient Madeleine de toutes sortes de choses. Mais en même temps... Puis il est tout le temps interrompu aussi, parce qu'on a tout le temps cherché pour ceci ou cela. Voilà, absolument. Et ça, on le sent aussi très très bien. Ou parfois, il est dans des situations où il écrit un moment un peu plus tard, vers la fin août. Il est observateur aux lueurs, il est quelque part dans le no man's land, en train de faire des mesures. Il est tout seul dans la nuit. Il écrit à Madeleine quand même. Et quand vous voyez le manuscrit, la lettre originelle, c'est écrit tout petit, parce qu'il a un tout petit carré, en fait. Une toute petite feuille, il a un stylo qui écrit pas très bien, et donc il emplit tout l'espace de la page, comme s'il ne voulait absolument rien manquer, et tout mettre, comme si toute sa vie tenait à ce bout de papier. Et ça, si la correspondance a été vraiment très importante pour tous les combattants de la guerre de 14, a été vraiment ce qui les rattachait à la vie, et notamment à l'arrière, il y a eu, en quelque sorte, chez Apollinaire, toujours le souci de, sinon de faire œuvre, du moins d'avoir une vraie démarche épistolaire. Avec l'idée qu'elles seront publiées, vous croyez ? Alors, il en avait l'idée pour Lou. À un moment, il a eu ce projet d'une correspondance qui soit à la fois semi-publique, semi-privée. Il a toujours dit à Madeleine que c'était leur secret, justement, et que ça ne serait pas dévoilé pour ne pas les faroucher. Il y a certains poèmes dont il souhaiterait qu'elle les garde tout de même. Oui, parce que, alors voilà, dans les poèmes qui sont dans cette correspondance, il y a deux catégories, en fait. Il y a les poèmes secrets qu'il lui adresse à elle seule et dont il ne veut pas qu'ils soient divulgués. En tout cas, c'est ce qu'il lui dit. Et puis, il y a des poèmes qu'il lui écrit, mais qu'il a recopiés pour pouvoir les sauver du front et qu'il envoie à d'autres. Donc, on peut avoir le même poème, puisqu'on a beaucoup parlé des troupes noires. Il y a un très beau poème qui s'appelle « Les soupirs du servant de Dakar » ou « Le servant de Dakar », suivant les versions, où il se montre très très proche justement d'un tirailleur, enfin d'un artilleur plus exactement, un Sénégalais qui est loin de chez lui, comme lui se sent loin de chez lui, se sent exilé. Et là, il le recopie plusieurs fois pour l'envoyer à plusieurs personnes. Mais c'est comme s'il faisait des photocopies en fait. Alors, fin décembre 1915, il a enfin le droit d'avoir une permission, et c'est le moment où les deux amants épistolaires vont enfin pouvoir se voir. Elle habite à Alger, où elle est dans un faubourg professeure d'Alger, dans un faubourg d'Oran en fait, qui s'appelle Lamure. Ouais. Puisqu'elle prenait le bateau quand ils se sont rencontrés à Marseille pour retourner chez elle après les vacances. Comment, du coup, va se passer cette rencontre ? Alors, jusqu'à une période récente, avant qu'on ait le récit de Madeleine, on ne savait pas trop, on pensait que ça s'était plutôt bien passé, mais en sachant pas exactement ce qui s'était passé. Et donc, on a un récit de Madeleine, un récit a posteriori, comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour elle, tout se passe merveilleusement. Ils sont très émus quand ils se retrouvent sur le quai du port. Ils passent tout leur temps ensemble. La famille reçoit très chaleureusement. Leur laisse un petit peu d'intimité et de liberté. Bon, après... Ils peuvent confronter leurs fantasmes à la réalité. Ça, Madeleine est assez discrète. Pour elle, il est exactement conforme à ce qu'elle attendait. Et elle dit qu'il dit la même chose et qu'ils sont très heureux et ils se sentent très unis. Pourquoi remettre sa parole en doute ? Ça s'est certainement bien passé. C'est après que les choses deviennent un peu plus compliquées. Et on n'a pas sa version à lui. Il ne s'est jamais confié dans une lettre ou dans un journal intime ou dans un carnet. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête à ce moment-là. Et il écrit très très peu, pratiquement pas. Il écrit 2 ou 3 cartes postales. Il dit à personne même qu'il y va. Toujours est-il que quand il revient en France et au front, on sent qu'il reste de la tendresse, mais l'érotisme a un petit peu disparu. L'érotisme a complètement disparu. D'ailleurs, elle est fine mouche, elle s'en rend très bien compte. Alors il la rassure, on lui disait qu'il aime toujours, etc. Mais quand on regarde les formules finales, par exemple, on peut trouver qu'elles sont un peu plus convenues, vous voyez. Il manque justement de cette créativité, de cet enthousiasme, de cette poésie, tout simplement, qui faisait les lettres avant. Alors, est-ce qu'il a été déçu par Madeleine, sans vraiment se l'avouer ? C'est possible. Il y a certainement quelque chose qui entre en ligne de compte et qui est quand même aussi, sinon plus fort, c'est qu'il retourne sur le front. Alors, il ne retourne pas directement en première ligne, il se retrouve sur l'arrière-front en Champagne, où il va faire des manœuvres, il va se retrouver encore confronté à l'absurdité de la vie militaire, de la vie de caserne.
Il est probablement complètement déphasé, en fait. C'est comme s'il se disait, oui, mais à quoi bon? De toute façon, je vais reprendre cette vie de bohémien en voyage, je vais reprendre cette vie errante, je vais me faire trouer la peau si ça se trouve. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en lui, en fait. Et c'est peut-être cette différence entre l'Algérie, qui est quand même loin du front, et le retour à la vie militaire. Mais ça, c'est quelque chose qui a été partagé par beaucoup de combattants. Cette idée qu'on ne pourra pas comprendre l'expérience vécue sur le front. Il y a trop de différences. Il est certainement, probablement déphasé. Et puis peut-être qu'il n'ose pas se le dire parce qu'il préfère s'accrocher à ses illusions. Même peut-être que Madeleine n'est pas exactement la femme qu'il attendait. Mais c'est ça aussi la contradiction. On peut pas lui en vouloir. Tout le monde a les siennes. Lui qui se disait toujours mal aimé, il est enfin bien aimé. Et ben justement ça. C'est pas aussi bien qu'il croyait. Peut-être que finalement ça doit rester de l'ordre du fantasme et de l'idéal. Ouais. Et puis il y a la blessure le 17 mars 1916. Est-ce que ça marque aussi une rupture dans leur relation ? Oui, absolument. Mais je pense que de toute façon, comme dirait Phèdre, le mal vient de plus loin. Alors une interprétation que j'aime bien, que je donne moi-même et qui est un peu romantique, mais pourquoi pas après tout, c'est que justement, il ne se sent plus protégé par l'amour de Madeleine. Et puis, ne se sentant plus protégé par d'amour pour Madeleine, plus exactement. Son inspiration aussi se tarit, et en fait, ce qui le préoccupe le plus, et ça devait être dur pour elle, même si elle était très amoureuse de lui, il se plaint un moment, avant cette blessure, qu'il n'arrive plus à écrire. Qu'il a plus un moment pour écrire, qu'il n'y a rien qui lui vient. Il finit par écrire un grand poème qui est tout à fait magistral par ailleurs, qui s'appelle Du coton dans les oreilles, mais on voit bien qu'il y a quelque chose il y a un ressort qui s'est cassé. Et je crois que ça, c'est pire que tout, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, non seulement il était amoureux, mais il était toujours poète, il était toujours capable d'écrire. Et là, il traverse une phase où il doute énormément de lui-même, de son avenir, de ses capacités créatrices et même de son amour. Alors si on voulait en parler en langage un peu plus médical, on dirait que, je sais pas, il est dans une phase dépressive, j'en sais rien. Et probablement, alors qu'il a beaucoup l'expérience du front, du coup, il va manquer d'attention. Il va manquer de vigilance au moment où les choses vont se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bombardement et puis il va recevoir un éclat d'obus. Mais personne n'a entendu, et je pense qu'ils étaient tous extrêmement fatigués là et qu'ils ont décroché et qu'ils ne se sont pas protégés. Ils étaient dans des positions de toute façon qui étaient très précaires, donc je ne sais pas s'ils auraient vraiment pu s'abriter, mais ils auraient dû entendre le coup venir et curieusement aucun d'entre eux ne l'a entendu, alors qu'ils étaient tous aguerris. C'est donc quelque chose en eux a dû se relâcher aussi. Comme si c'était de se dire voilà, bon, à quoi bon, et puis cette tension permanente, c'est insupportable, donc de temps en temps on décroche, mais c'était pas le bon moment en fait. Et puis, vous l'avez dit, c'est le secret entre Madeleine et lui qui le protégeait de la guerre d'une certaine manière. Il y avait cette bataille aussi entre le réel et les mots, et finalement, comme on pouvait s'y attendre, c'est le réel qui gagne. La guerre a raison de tout. C'est ça qui est très poignant aussi dans cette correspondance, et même dans la trajectoire d'Apollinaire pendant la guerre. C'est cette capacité qu'il a eue à essayer de résister intimement et poétiquement, de résister, de survivre et de faire quelque chose avec la destruction, de créer à partir de la destruction. Et au moment où il n'y arrive plus, où il y arrive moins, parce qu'il est trop éprouvé, il subit une épreuve au sens strict, à ce moment-là, la guerre prend le dessus. Mais de toute façon, on savait que elle serait victorieuse. C'est un combat démesuré. Ce qui est de plus très ironique, c'est qu'il était engagé volontaire, Apollinaire, et que cette guerre, c'était la sienne, mais c'était peut-être moins la sienne que s'il avait été français, s'il était né sur le sol de France et s'il n'avait pas décidé lui-même finalement d'aller au combat. Ça joue ça aussi un petit peu? Ah oui, énormément, parce qu'il demande sa naturalisation en même temps que son engagement, son dossier d'engagement, parce qu'il a peur. Sandra refait la même chose, au même moment. Il y a une loi qui permet aux engagés volontaires étrangers de voir leur naturalisation accélérée. Et puis il a peur d'être expulsé, d'être interné. Et puis surtout, il habite en France ou quasiment en France, puisqu'il arrive à Monaco quand il a 7 ans. Il a choisi la langue française. Il aurait pu écrire en italien, en allemand, en polonais, en russe, en ce qu'on veut. Il se sent quand même français.
Et donc, en fait, ce combat, c'est quand même le sien. Il le fait sien, en tout cas. C'est évident. C'est pas un mercenaire du tout. En tout cas, c'est une histoire finalement assez triste, que cette histoire entre Madeleine et Apollinaire. Qu'est-ce qui va se passer après ? Apollinaire va se marier, mais elle va se marier avec une femme finalement peut-être banale. En tout cas, c'est ce que disaient ses amis. Peut-être trop banale. En fait, il va laisser les choses se déliter. Et il va refuser que Madeleine vienne le voir à Paris parce que ça lui donnerait trop d'émotions. Il a vraiment été, au sens propre, physique et mental, traumatisé par sa blessure. Et puis, sa blessure lui fait prendre conscience peut-être aussi de sa fragilité et peut-être de l'illusion possible qu'a été cet amour. Enfin, je dis illusion, c'est un véritable amour. Je crois que c'est pas parce qu'il finit mal ou qu'il a été en partie fantasmé qu'il n'existe pas. Bien au contraire, il a même peut-être plus de force que certains amours partagés et vécus ensemble. Mais il va se marier parce que c'est un homme blessé qui a 36, 37 ans. Donc à l'époque, c'est un homme mûr et donc un homme qui ne peut pas non plus vivre célibataire toute sa vie. Et donc il trouve une femme qui prend le nom de la jolie rousse dans Calligramme, qui s'appelle Jacqueline Kolb, qui est une femme aimante, douce, attentive et dont il sait qu'il pourra compter sur elle. Oui. Et que se passe-t-il alors pour Madeleine qui ne se mariera jamais, elle ? Alors Madeleine ne se mariera jamais, elle entretiendra toujours le souvenir de ce grand amour de jeunesse perdue. Alors on sait, je crois que je ne trahirai pas de secret, on sait qu'elle a eu un ami un peu plus tard, un assez long ami, c'était une femme fidèle. Mais probablement est-elle, elle justement, restée fidèle à cet amour qu'elle a essayé de protéger en n'en divulguant pas tous les secrets, en même temps le moins possible et en contrôlant justement. Voilà, mais aussi elle pensait très probablement qu'elle devait quelque chose au public. Elle partageait aussi cet homme qui devenait de plus en plus célèbre et fameux et populaire dans la culture et la littérature française. Et elle est morte le 2 mars 1965, 2 ans après Loup. Voilà, il me reste à vous remercier, Laurence Campa, d'être venue nous parler aujourd'hui de ces lettres à Madeleine dont vous avez fait paraître une édition chez Folio Gallimard. Je rappelle que vous avez également supervisé une nouvelle parution des lettres à Lou en 2014, toujours chez Gallimard. Et puis dans un autre genre, signalons votre dernier roman, Colombe sous la lune, paru en 2017 aux éditions Stock.